honneur de vous recevoir. C'est vraiment un honneur pour nous de vous savoir très nombreux en train de nous regarder sur Arc-en-Ciel Télévision. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans ce numéro où on a l'honneur et le plaisir de recevoir Monsieur Daniel Ngoy, qui est un homme bien, c'est un dignitaire d'État, les PCA des Tegra ONGD. En tout cas, nous avons l'honneur de le recevoir. Nous allons parler avec lui de la fondation, le haut et les bas, les bilans des Tegra ONGD. Alors, je vais lui dire bonjour et il va se présenter lui-même. Peut-être que c'est la première fois que vous les suivez, que vous les voyez sur Arc-en-Ciel Télévision. Monsieur Daniel, bonjour et bienvenue. Bonjour madame. En tout cas, c'est vraiment un honneur de nous recevoir chez vous, chez Tegra ONGD. Le plaisir est partagé. Pour toutes les personnes qui vous voient pour la première fois sur Arc-en-Ciel Télévision, nous vous laissons l'honneur de vous présenter. Je crois que vous avez déjà tout dit. C'est Monsieur Daniel Ngoy. Je suis dignitaire d'État. Je suis PCA de Tegra. Et puis, je suis consultant dans divers domaines. Voilà ce que je peux dire. Voilà, vous avez compris, il est dignitaire d'État, il est PCA des Tegra ONGD, il est dans beaucoup de choses en tout cas. Voilà, monsieur Daniel, nous allons commencer notre entretien. Nous allons commencer avec notre première question. On aimerait savoir, ça fait combien de temps que Tegra ONGD existe et d'où est venue d'abord cette idée-là d'avoir investir dans ces métiers, dans ces secteurs? Le 20 mai 2009, Tegra a vu le jour en tant qu'organisation non gouvernementale de développement. Elle tire ses sources dans 3 principales organisations de base. Je lis une cellule de poèmes, Jeunes élites du renouveau. Il y a GREA, c'est un groupe de réflexion, et Famille Saint-Tété, qui est aussi une organisation familiale qui avait pour but de redresser l'avenir de tout un chacun. L'idée principale de créer Tegra, c'était juste la matérialisation de tout ce que l'on avait comme pensée qui pouvait passer pendant la jeunesse quand on n'avait encore rien. Et dès lors que nous avions eu un peu de moyens, nous nous sommes dit qu'on devait concrétiser cela. Et l'unique façon de concrétiser cela, nous avions choisi 3 domaines, entre autres la santé, l'éducation et l'agro-pastoral. On voulait répondre à un problème qui était courant, le problème que nous avions vécu autrefois. C'était d'une part la suspension des études. On n'avait presque pas accès aux soins de santé et la nourriture était un problème. Là, nous remontons dans des années 1990. Voilà, en bref, c'est ce que je peux dire. Voilà, c'est depuis 2009 que vous êtes PCA, ou ça fait combien de temps que vous êtes à la tête des Tegra? Disons depuis la création de Tegra, j'ai été désigné comme président du comité de gestion. C'est avec le temps que, et suivant les réalités dans l'évolution, qu'on a dû modifier pour que je sois le président du conseil d'administration. Voilà. C'est quoi les principales réalisations au fil de l'année 2023 de Tegra? Tegra a déjà fait plusieurs réalisations. L'existence en tant qu'organisation, 2009, mais
impacté la communauté, c'est à partir de 2014. En 2014, au mois d'octobre, nous avons ouvert notre première structure hospitalière, le centre de santé de référence TEGRA de Kilo-Belobé. Et en 2015, nous avons commencé à construire l'édifice qui vous reçoit aujourd'hui, c'est-à-dire le projet éducatif. Le 30 juin, nous avons commencé la construction. En 2016, vers le mois de mai, nous avons ouvert un dispensaire au centre-ville comme une extension de notre centre de santé de référence de Kilo-Belobé. En 2016, toujours 2016, nous avons commencé une structure à Kinsenda. En 2017, l'extension de la ville de Lubumbashi est devenue un hôpital à part entière. Et en 2017, nous avons construit et nous avons inauguré notre structure de Kinsenda Kitotwe. Avec le temps, nous avions créé la structure de Kambov. Nous avons aussi créé une autre structure l'année passée à Kasumbalesa, là c'est dans le domaine de la santé. Dans l'entretemps, en 2016, l'année scolaire 2016-2017, nous avons démarré avec les cours ici. Donc on a commencé avec l'école primaire, cycle complet, et l'école secondaire, on a commencé avec 7e et 8e. Voilà. Et en 2019, nous avons acquis notre première ferme et nous avons commencé à l'exploiter sur la route Kinama, dans le territoire de Kipushi, entre le village Mouloulou et le village Kaputula. Là, nous avons une ferme de 95 hectares. Et cette année, nous avions acquis la deuxième ferme et qu'on est en train d'exploiter déjà, toujours sur Kinama, mais au niveau du village Kawama. Là, c'est une ferme de 50 hectares. Là, c'est pour ne citer que le Haut-Katanga. En dehors du Haut-Katanga, nous sommes présents au Lualaba, où nous sommes en train de construire une structure hospitalière moderne qui doit avoir une capacité d'accueil de 50 lits avec un bloc opératoire et aussi le service paraclinique. Et en dehors de Lualaba, nous sommes présents dans le Tanganyika. Et dans le Tanganyika, nous avons deux activités principales pour l'instant. C'est l'aquaculture ou la pisciculture en cage flottant. Et nous faisons aussi le jus sur base de gingembre que nous appelons Tegra Jinja. Et à Kinshasa, nous avons acquis depuis 2 ans maintenant une concession dans la commune de Sélé où nous avons le projet de faire 3 grandes activités. La pisciculture, là on a déjà fini à faire 12 étangs de poissons. Nous sommes à la phase d'empoisonnement. Nous avons déjà clôturé la parcelle. Nous devons commencer une école et faire une structure hospitalière. Et enfin, je crois que c'est depuis le début de cette année, nous avons acquis une concession à Matadi où nous sommes en pleine modification pour faire une structure hospitalière. Voilà en bref. Beaucoup de réalisations en tout cas pour cette année 2023. Alors, comment TEGRA ONGD a-t-elle réussi à répondre aux défis et aux opportunités? Je dirais que c'est un problème de volonté et de détermination. Je me suis réalisé que les membres cofondateurs de TEGRA sont des personnes têtues qui sont accrochées aux idéaux
et qui font de tout leur mieux pour les réaliser, les concrétiser. C'est ainsi que les uns apportent les moyens financiers, les autres leur expertise et d'autres leur temps. Ils mettent leur temps pour que nous puissions réaliser. Voilà. Donc je dirais que premièrement, c'est la têtudesse. Deuxièmement, la détermination et l'audace qui nous anime. Vous êtes là en train de voir Tegra en train d'évoluer, en train de monter demain après demain. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites quoi dans la tête? Demain après demain, Tegra tombe en panne ou en faillite. Quelle sera votre réaction? Madame Tegra, c'est un monstre. Nous avons déjà créé un monstre. Et si nous voulons aller à l'encontre de l'idéologie, ce monstre va nous rejeter. C'est que ce qui se faisait comme idée personnelle, nous nous sommes réalisés que nous le faisons pour la communauté. Et la communauté s'est déjà approprié ce que nous faisons. Il suffit seulement que j'aille à l'encontre de ce que la communauté veut. Je vais disparaître et Tegra va continuer à exister. Comme pour dire, je ne crois pas à la faillite de Tegra un seul instant, parce que son état de santé dans son évolution prouve qu'il n'y a pas moyen de reculer. Nous sommes d'ailleurs en train de revisiter certaines cultures à l'intérieur afin de rendre plus fort Tegra et beaucoup plus impersonnel. Bien entendu, avant, on pouvait voir les idées des individus, mais actuellement, c'est toute une philosophie. Donc, je ne suis plus quelqu'un qui peut influencer Tegra avec des idées contraires par rapport à la direction que cela a déjà pris aujourd'hui. Voilà. Quels étaient les moments les plus difficiles de Tegra ONG et comment est-ce que vous avez fait et comment est-ce que vous êtes arrivé à surmonter ces moments-là? Waouh! Les moments difficiles sont nombreux. Premièrement, lors de la concrétisation des idées. Vous savez, lorsque vous avez une idée, ça paraît trop petit, vous pensez que tel que ça se passe dans la tête, vous pouvez faire exister ça du coup. Mais finalement, nous nous sommes réalisés qu'on se trompait. D'une part, il fallait beaucoup de réflexion, il fallait beaucoup de sacrifices et il fallait aussi beaucoup d'investissement en termes de moyens. C'est ainsi que les premiers moments, nous avons commencé à créer les œuvres de développement. On n'avait pas en tête ce que cela pouvait nous coûter. Vous imaginez, nous implantons une structure hospitalière, mais il nous fallait 3 à 4 ans de prise en charge totale et de son personnel et de son fonctionnement et de plusieurs choses à la fois. Il fallait une prise en charge en dehors de ce que vous avez déjà investi. Parce que la structure ne pouvait pas produire comme il se devait. Donc, les 2 premières années, on était obligé de sortir l'argent de contribution des membres pour payer et prendre en charge tout ce personnel que nous avions. Voilà. Et là, ce sont les familles qui ont beaucoup plus souffert. Tout simplement, on devait prendre l'argent qui revient au ménage pour subvenir à ces besoins-là. Et ce problème persiste jusqu'à aujourd'hui. Nous continuons à contribuer et à apporter quelque chose à l'investissement. Un autre moment qui était un peu difficile, c'est qu'il est arrivé à un certain moment que, lors de l'implantation, avec l'audace qu'on avait, nous avions connu un accident, on a fait un tonneau. Dans le véhicule, il y avait 3 membres, 2 membres cofondateurs et un superviseur sur la route Kasumbalesa
Kasenga. On allait à 60 km de Kasenga où on devait visiter un site où nous devions installer des structures hospitalières de relais. Parce que pendant ce temps-là, on prenait la structure de Kinsenda comme structure mère. On voulait mettre quelques structures dans les intervalles où il n'y avait pas des structures hospitalières pour mettre au moins des dispensaires et des maternités afin de subvenir aux mamans qui se meurent chaque jour parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Okay. Et puis, par la même occasion, on devait mettre les écoles primaires. Alors, dans cette prospection, aller et au retour, je me rappelle bien, vers 19h, nous avions fait le tonneau, le véhicule qu'on avait été déclassé complètement. Les collaborateurs avec qui on était, il y a un qui avait connu une fracture au niveau des fémurs. Et cela nous a découragés. Nous avons connu beaucoup de temps de repli et on n'a pas pu réaliser ce qu'on devait faire parce que encore s'engager sur cette route-là, vous comprenez, il y avait des souvenirs qui pouvaient se passer par la tête. Et voilà, ça nous a bloqué un tout petit peu, quelque part. Et le dernier moment le plus complexe qu'on a vécu, c'est au mois de juin. Je crois le mois de juin ou juillet. Au mois de juillet, le 6 juillet de cette année, où on devait placer le plafond de ce bâtiment parce qu'il y avait juste des tissus satin. Alors on devait réparer la toiture et essayer un peu de placer le plafond. Et en plein travail, la salle a pris feu. Donc cette salle, c'est une salle qu'on a rénovée. Et je n'oublie jamais cette date, c'est le 6 juillet. C'était le jour que mon équipe des collaborateurs devait commencer une formation de leadership avec ALAC. Ils étaient à Hypnose et je devais recevoir dans les 3 semaines qui suivaient une délégation de 9 Russes qui devaient venir former 120 médecins ici dans notre structure. Voilà. Et ça a pris feu et toutes les chaises étaient calcinées, et tout était parti en feu. Alors, c'était le moment le plus compliqué et la plupart de mes collaborateurs étaient découragés. Mais le même jour, nous avons fait une réunion d'urgence pour faire voir aux gens que si on croise les bras, rien ne va s'arranger. Si on reste affaibli, on n'aura pas de raison. Les visiteurs viendront et vont trouver que vous êtes désorganisés. Mettons-nous au travail, nous devons faire, on doit tenir la formation toujours dans l'enceinte de Tegra pour la manifestation. Ce qu'a été le cas, dans 3 semaines, nous avons travaillé d'arrache-pied jour et nuit et le 31 juillet, nous avons commencé la formation et le 5 août, on a clôturé la manifestation ici avec la présence de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, le ministre provincial. Donc, c'était là les moments les plus difficiles où il fallait le courage et la résilience pour s'en sortir. Voilà. Certes, comment vous avez fait, comment vous êtes arrivé à surmonter après tout ce que vous avez vécu? Ça vous a pris combien de temps, réflexion, penser au moment difficile, l'accident que vous aviez connu, la salle qui a pris feu? Comment vous êtes arrivé à surmonter ces moments-là, enfin, pour oublier ou passer à autre chose et vous dire, on doit avancer? Madame, je vous ai dit que l'idéologie de Tegra, c'est la têtitesse et l'audace. C'est que quand il y a eu, par exemple, l'incendie, moi j'étais à Kolwezi, en plein boulot, et l'événement est passé ici. Alors, dans notre tête, nous nous disons que le problème ne doit pas être plus fort que nous.
Si nous existons, c'est pour résoudre les problèmes, ce n'est pas pour que le problème puisse nous neutraliser. Et deuxièmement, je suis parmi les personnes qui ont la tête froide devant des événements difficiles. Lorsque un événement difficile se pointe, dans ma tête, je me dis que c'est un défi qu'on me lance et je dois me comporter conséquemment pour que la situation soit sous maîtrise. De toutes les façons, en tant qu'humain, on est maître de tout ce qui existe. Et en tant que maître, c'est juste garder son sang-froid et la tête froide. Là, vous résolvez le problème. Mais lorsque vous vous laissez emporter par les sentiments, vous perdez même le contrôle de ce que vous devez faire. Merci aussi à tous nos téléspectateurs. Vous nous avez suivis de partout. On a reçu M. Daniel Ngoï, le PCA de Tegra ONGD. Il nous a parlé du parcours, du bilan, le haut et les bas de Tegra ONGD. Comment est-ce que Tegra a commencé, d'où est venue l'idée. Merci en tout cas de nous regarder sur Arc-en-Ciel Télévision. Vous avez la possibilité de regarder cette émission sur nos plateformes Arc-en-Ciel, RTV officiel. Surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.